Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition à la une de ce journal. 32% de la population rurale béninoise serait affectée de la dégradation des sols, une situation qui nécessite un changement de paradigme pour trouver des méthodes atténuantes. Au Nigeria, la population fait face à une épidémie sans précédent de la fièvre Lassa. Sa propagation rapide inquiète la communauté scientifique internationale qui travaille actuellement à l'élaboration d'un vaccin. L'île Maurice a fêté ce lundi le 50e anniversaire de son indépendance. La cérémonie s'est déroulée en présence de la présidente de la République, dont le départ prochain a été annoncé par le Premier ministre mauricien. Bienvenue à toutes et à tous. Volet environnement à l'entame de cette édition. Le Bénin fait face depuis quelques décennies à un problème crucial sur le plan agricole. Il s'agit de la dégradation des sols. Au nombre des causes premières, la déforestation, les pratiques agraires et agropastorales inappropriées ou dépassées par à l'état des sols. Que faut-il faire pour redonner à la terre sa fertilité? Les responsables du projet ProSol, initié par la GIZ et d'autres acteurs du domaine de l'environnement, s'intéressent à la problématique. Reportage. La gestion durable des terres GDT et des paysages agroforestiers au Bénin, nécessité d'un changement de paradigme pour un développement durable, est au cœur des préoccupations du gouvernement béninois qui a donc initié un atelier national les 27 et 28 février 2018. Que comprendre du changement de paradigme? Luc Nyakadja, ancien ministre de l'Environnement, explique le fondement du concept. Le système en place que nous avons hérité de décennies de pratiques a été de dégrader, pas volontairement, mais d'utiliser la terre de façon extensive. Donc on utilise, on ne se préoccupe pas de sa durabilité et on passe à une autre terre. Donc, et c'est cette logique-là qu'il faut renverser. L'objectif du changement de paradigme, c'est faire en sorte que les incitations du système favorisent, encouragent des productions comme le coton biologique. Ce n'est pas la seule solution, mais c'est une des solutions. Entre 2000 et 2010, selon des études réalisées, environ 2,2 millions d'hectares de terre se sont dégradés au Bénin. La situation est inquiétante, mais elle n'est pas irréversible car des techniques ont été adoptées par les exploitants agricoles. L'expérience à travers les plantes améliorantes pour une gestion intégrée de la fertilité des sols, avec l'agroforesterie, avec les mesures d'enrichissement du sol, avec la matière organique, avec le paillage, la gestion des résidus des récoltes et avec les mesures pour contrôler l'érosion. Et là, une mesure qui est très indiquée, c'est le labour perpendiculaire à la pente. Cependant, les producteurs rencontrent certaines difficultés. On a d'ailleurs 6000 producteurs qui ont planté le mukuna l'année dernière, les plantes améliorantes aussi comme le pois d'Angole. Mais on ne trouve pas ces semences sur le marché. Le défi doit encore être soulevé pour pouvoir permettre à d'autres producteurs encore aussi d'accéder à ces semences. La GDT nécessite des investissements et donc la mise en place d'un mécanisme pour un renforcement du partenariat public-privé. Pour que la non-dégradation des terres marche, il faut au moins 10 ans pour commencer à avoir un retour d'investissement. Or, dans les questions du changement climatique, l'arbre et le climat, il faut à peu près 25 ans à 35 ans pour que l'arbre commence à devenir vraiment un massif de séquestration de carbone. Il faudrait voir à peu près quels sont les coûts que cela implique au niveau des communes, des partenariats et du partenaire pour savoir coût-bénéfice, qu'est-ce que j'y gagne. Et c'est à ce prix que nous allons pouvoir réussir cette bataille dans le partenariat public-privé autour de la non-dégradation des terres. Le changement de paradigme serait une stratégie pour réduire la pauvreté, renforcer la résilience climatique et promouvoir une gestion durable des terres. Un fait à la vue de tous, mais sans réaction. Si vous allez à la direction du Trésor général, le ministère des Affaires étrangères ou même l'Infosec et que vous avez envie d'emprunter la voie passant devant le ministère de l'Agriculture, attention,
aux douleurs lombaires ou une panne technique de votre moyen de déplacement, car l'état de cette voie est défectueux. Reportage. L'asphaltage des rues de Cotonou est une des priorités du gouvernement, bien définie dans le programme d'action du gouvernement 2016-2021. Mais un constat amer se fait en ce qui concerne l'existant et même à des endroits spécifiques dans la capitale économique Cotonou. Le cas le plus flagrant est bien ici. La rue qui passe devant le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche est en état de dégradation avancée. Tous les jours, il y a des femmes, des véhicules montent dedans. Mais on ne peut rien, c'est vraiment... La vérité n'est pas toujours la bonne à dire dans ce pays. Pour l'avoir, nous avons un gars trop puissant, trop fort, qui bouge tout. Mais il ne voit pas ceci. Donc, c'est ce que nous allons dire la population. On ne peut rien dire. S'ils ont la possibilité de venir réparer, ils vont réparer, c'est tout. La voie est tellement dégradée au point où les usagers de ce tronçon ont du mal à circuler. Cet état de choses désole. À cet effet, ces usagers lancent un appel au gouvernement. Que les autorités m'attendent, qu'ils viennent à nos secours pour venir faire la voie. Parce que là où la voie est là, ça ne peut pas rester comme ça. Tout le monde attend le gouvernement. Je reste convaincu que le gouvernement va forcer les choses pour que nous puissions avoir une voie nette devant le ministère. Nul ne saurait être contre l'asphaltage des rues de Cotonou, mais l'entretien de l'existant pourrait démontrer la bonne foi et l'ambition du gouvernement. Autrement, les populations peuvent avoir raison d'être incrédules face à la noble vision du gouvernement. Un constat fait par Laurent Tonekes et Denis Marouya. Dans un autre chapitre, parlons encore de la Journée internationale de la femme. Les femmes des médias de la section Atlantique littorale de la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin ont célébré cette journée le week-end écoulé. C'était au cours d'un dîner de presse ponctué d'animation et de communication à la salle de documentation de la Cour d'appel de Cotonou, compte rendu Freddy Loris Davor et Fiacre Voitan. 48 heures après la Journée internationale de la femme, la section Atlantique littorale de la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias a réuni membres, sympathisants et invités à la salle des fêtes du Centre de documentation et de l'information judiciaire de la Cour d'appel de Cotonou pour la 4e édition de Célébrer les femmes des médias ce samedi 10 mars 2018. À l'ouverture de la cérémonie, la coordonnatrice CFU Atlantique littorale précise les fondements de l'événement. Il y a de cela 7 ans déjà, la CFU, la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin, œuvre pour l'épanouissement des femmes professionnelles des médias. La cérémonie de ce soir permettra à chacune de nous de démontrer d'autres dimensions méconnues du public que nous ne cessons d'informer à travers nos différentes prestations. Nous avons l'habitude de couvrir les événements des autres, mais ce soir, c'est nous, femmes professionnelles des médias, qui sommes à l'honneur. Et comme si les différentes prestations de l'orchestre La Pierre principale ne suffisaient pas, la déléguée CFU Atlantique littorale confirmera tous les hommages à l'endroit de la femme au cours de cette 4e édition de Célébrer les femmes des médias du Bénin. Oui, les femmes ont le devoir de faire plus pour que scintille davantage leur éclat. L'humanité ne s'en porterait que mieux. Oui, les femmes ont des droits qui doivent de plus en plus s'affirmer et s'affiner pour que cette illustre dimension et ce singulier prestige qui sont les leurs passent de la simple profession de foi à une réalité implacable. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que d'aucuns placent cette festivité sous le sceau de lutte pour des droits des femmes. Mais puisque c'est le micro, la plume, l'image et le son qui sont l'objet de notre présence en ces lieux, je voudrais rendre un hommage vibrant et mérité à toutes celles qui font de cette corporation ou celles qui font cette corporation. Vous êtes notre fierté. Oui, vous l'êtes, chères dames. Elle exhortera enfin toutes les femmes professionnelles des médias à appréhender la valeur de la profession et les difficultés y afférentes. Je voudrais nous inviter, chacune et toutes, à œuvrer pour donner un peu plus chaque jour notre lumière et notre éclat à cette profession qui, sans nous, perdrait sa sève et une partie non négligeable de son essence. Je ne suis pas sans savoir le difficile alliage qu'elle forme avec la vie de famille et les contingences sociétales. Mais nous sommes fortes, nous sommes clairvoyantes,
est conséquente. La 4e édition de Célébrer les femmes des médias du Bénin n'a pas connu que de la communication, de la réflexion, de la prestation. Elle a aussi proposé un menu simple au goût exquis. Actualité hors du Bénin, le Nigeria fait face à une épidémie sans précédent de fièvre Lassa, un virus de la même famille qu'Ebola qui a fait plus de 100 morts depuis le début de l'année. Sa propagation aussi soudaine que rapide inquiète la communauté scientifique internationale qui travaille actuellement à l'élaboration d'un vaccin. Reportage. Équipés de masques et de combinaisons intégrales, ces médecins viennent de soigner des malades de la fièvre Lassa. Ce virus, de la même famille qu'Ebola, fait des ravages au Nigeria. Une nouvelle épidémie a déjà fait 110 morts depuis janvier. Dehors, les familles attendent avec angoisse. Wilson a perdu sa femme il y a quelques jours. Sa petite fille de 3 ans, malade elle aussi, est confinée à l'isolement. Quand ma femme est tombée malade, 2 jours après, on l'a enterrée. Parce qu'elle avait les mêmes symptômes que la fièvre de Lassa, mais nous ne le savions pas parce qu'elle était enceinte. Plus de 350 cas ont déjà été confirmés au Nigeria. Dans l'état d'Edo, au sud du pays, les patients affluent à l'hôpital d'Iroua. La fièvre hémorragique Lassa reste méconnue dans cette région pauvre et rurale, la plus touchée par l'épidémie. Nous enregistrons une épidémie sans précédent. Nous n'avons jamais vu ça avant. Depuis fin février, le nombre de cas positifs recensés est beaucoup plus élevé que ce que nous avons eu sur toute l'année 2017. Dans cet institut de recherche, des échantillons de la fièvre Lassa arrivent de tout le pays. C'est le seul laboratoire au Nigeria à pouvoir diagnostiquer la maladie en 24 heures, avec des chercheurs venus du monde entier. Une équipe de l'OMS sensibilise le personnel médical et les familles pour éviter la propagation du virus. Étant donné la situation, nous allons à l'essentiel. Nous nous concentrons sur une bonne hygiène des mains, ce qui veut dire que l'on doit se laver les mains correctement en utilisant la bonne technique. La fièvre Lassa se transmet par les excréments des rongeurs et entre les hommes par les fluides corporels comme l'urine ou le sang. Mais les scientifiques étudient toujours les causes de cette épidémie et de sa propagation rapide. Côte d'Ivoire, une course cycliste pour commémorer Grand Bassam. Une centaine de cyclistes, dont un ministre, ont rendu hommage dimanche aux 19 victimes de l'attentat de mars 2016 dans la station balnéaire de Grand Bassam en la ralliant depuis Abidjan, capitale économique située à 40 km. Quelques personnalités politiques se prononcent. Et comme toute commémoration, j'imagine, il faut penser aux victimes et il faut montrer aux terroristes que c'est le peuple qui gagne, ce n'est pas les terroristes qui gagnent. À l'initiative de l'ambassade des États-Unis avec le gouvernement de Côte d'Ivoire, nous avons initié cette activité pour célébrer la vie sur l'obscurantisme, la vie sur les forces de l'ombre. Il est bon que la vie prévale et ne pas oublier ce qui s'est passé, mais surtout dire non, plus jamais ça en Côte d'Ivoire, plus jamais ça au Burkina Faso, plus jamais ça en Afrique, plus jamais ça dans le monde. Nous sommes les amateurs de cyclisme en fait, mais c'est une bonne manière de démontrer notre ouverture. Le terrorisme ne peut pas nous arrêter de se divertir ici en Côte d'Ivoire. Et c'est une bonne manière de le démontrer. De l'Afrique de l'Ouest, rendons-nous en Afrique du Nord, en Tunisie, de futurs médecins manifestent pour leurs droits. Plus de 1500 étudiants en médecine et internes ont manifesté lundi à Tunis devant le ministère de la Santé pour protester contre une réforme qui repousse de plusieurs années la délivrance d'un diplôme et réclamer de meilleurs droits pour les internes en médecine. Suivez les propos d'un étudiant en médecine. On peut nous écouter dans des réunions fermées à huis clos, mais dans le réel, est-ce qu'il y a une législation ou il y a une volonté réelle pour avoir toutes ces revendications? On en doute fortement. Si le ministère ne tient pas ses promesses et ne veut pas tenir ses promesses d'une façon écrite et claire,
nous serons dans l'obligation d'aller dans ce combat. On ne veut pas aller à ce point, c'est un point de non-retour. On veut revenir rapidement à nos hôpitaux et à nos facultés. Dernière information avant de boucler cette édition, la célébration du 50e anniversaire de l'indépendance de Maurice a été marquée lundi par une cérémonie suivie d'un spectacle populaire dans le haut lieu des courses hippiques de la capitale Port-Louis. Le président de la République de l'Inde, Ram Nath Kovind, était l'invité d'honneur de cette célébration à laquelle plusieurs milliers de personnes ont également pris part. La cérémonie s'est déroulée en présence de la présidente de la République, Amina Ghorib Fakim, dont le départ prochain a été annoncé par le Premier ministre mauricien vendredi dernier. Quelques 400 artistes ont participé à un spectacle de son et lumière retraçant les grands moments de l'histoire mauricienne. Et c'est sur ces images que nous mettons un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi.